Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence à distance du Conseil des sages de la laïcité et du Conservatoire national des arts et métiers. Je suis Thibaut Duchesne, je suis l'adjoint de l'administrateur général du CNAM, en charge de la stratégie de développement. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui donc pour cette conférence qui s'intitule « Laïcité, une histoire française ». J'ai autour de moi Olivier Faron, l'administrateur général du CNAM, Pierre-Henri Tavoyot, enseignant chercheur à Paris-Sorbonne Université, Alain Sexic, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité. Et nous aurons en duplex de Besançon le recteur Jean-François Chanet, recteur académique de Bourgogne-Franche-Comté. Sans plus attendre, je passe la parole à Olivier Faron, administrateur général du CNAM, et je salue Jean-François Chanet qui vient de se connecter et que nous voyons à l'écran. Merci beaucoup Thibaut. Je voudrais d'abord saluer la présidente du Conseil des sages de la laïcité, saluer Dominique Schnapper, saluer monsieur le recteur, cher Jean-François, monsieur le président du collège de philosophie, cher Pierre-Henri Tavoyot. Merci de couper vos micros. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le secrétaire général du Conseil des sages, cher Alain, saluer aussi évidemment Yanis et Thibaut qui font un formidable travail pour animer ces séances. Et puis vous saluez toutes et tous, chers collègues, mesdames, messieurs. Alors nous sommes très heureux au Conservatoire d'accueillir cette fois-ci malheureusement en distanciel pour les raisons que chacun connaît bien, cette conférence inaugurale d'une deuxième édition de ce cycle de conférences République, École, Laïcité, portée, nous en sommes très fiers, par le Conservatoire national des arts et métiers, en articulation étroite avec le Conseil des sages de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Nous reprenons après 4 mois, après la dernière conférence du 9 décembre 2020, qui portait, je le rappelle, sur laïcité, la loi, les normes et les habitus. Et donc, nous sommes très heureux qu'un deuxième cycle démarre, et je voudrais saluer évidemment la confiance qui nous a été faite en particulier par le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour que nous continuions cette belle aventure ensemble. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore, que les actes de la première édition de ce cycle ont été édités. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez accéder à une version numérique sur le site du Conseil des sages et aussi, évidemment, sur la page d'ouverture du Conservatoire. Cette deuxième édition se déroulera évidemment, la date n'est pas choisie au hasard, jusqu'au 9 décembre 2021, avec 7 conférences thématiques, le 13 avril, le 11 mai, le 8 juin, le 21 septembre, le 12 octobre, le 9 novembre, pour conclure ce deuxième cycle le 9 décembre. Je voudrais évidemment remercier chaleureusement l'ensemble des membres du Conseil des sages, remercier les intervenants du jour, Pierre-Henri Tavoyot et Jean-François Chanet, que Thibaut Duchesne présentera dans quelques instants. Et puis vous dire quelques mots à titre plus personnel et en tant qu'administrateur général, pour évidemment faire le constat que plus que jamais, la laïcité est au cœur du débat public dans notre pays, plus que jamais, la laïcité est un sujet, je dirais, sur lequel tout le monde s'interroge et sur lequel il y a une volonté conjointe d'avancer. Et pour nous, je résumerai l'initiative qui nous réunit avec le Conseil des sages en 3 mots-clés qui me semblent très importants. Premier mot-clé, c'est de bâtir une réflexion partagée, commune, de faire venir tous les grands chercheurs, les experts, les spécialistes de cette question de la laïcité pour produire, j'allais dire, un socle de contenu, un socle aussi de valeurs et, encore une fois, ce volume est très riche d'enseignements au sens fort du terme. Deuxième mot-clé, c'est une action. Et je voudrais saluer et renvoyer à ce que Pierre-Henri Tavoyot a lancé comme initiative avec mon collègue et ami historien Éric Anceau, ces formations des référents de laïcité qui ont été engagées par Sorbonne Université, qui est mon université. Saluer aussi l'engagement de mon collègue Jean Chambaz qui a soutenu cette initiative. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à travers cette initiative qui a démarré à l'automne 2020, je crois que c'est tout à fait emblématique des actions que nous devons mener, que nous devons coordonner, que nous devons impulser, parce que la laïcité, il faut la connaître,
c'est l'axe de la réflexion. Il faut la transmettre, et en particulier la transmettre dans le champ de la sphère publique et tous les acteurs, et je salue l'importance justement de ces référents laïcité, notamment dans le monde de l'éducation nationale, mais aussi dans le monde de l'entreprise, dans le monde des professionnels. Et Pierre-Henri, dans les déclarations que vous avez faites, vous montrez aussi votre implication sur le champ de l'entreprise, qui est un champ central. Et puis, j'allais dire que le troisième axe qu'il s'ouvre aujourd'hui, et évidemment, à un moment où notre pays s'interroge, où les crises sont, j'allais dire, concomitantes, crise pandémique, mais crise aussi évidemment économique, sociale et j'allais dire politique, sur l'importance du vivre ensemble, eh bien, nous avons besoin d'avancer sur un projet de société. C'est voilà l'ambition qui nous réunit, un projet de société qui porte cette question de la laïcité, qui permettent de traiter des grandes questions dans le système de formation, et je pense en particulier qu'il est très important, et là je me place en tant que responsable d'un établissement d'enseignement supérieur, de voir, je dirais, le lien qui se fait entre l'école et l'entrée dans le supérieur, dans l'université, et puis aussi évidemment réfléchir à la question de comment nous pouvons faire passer ces valeurs, ces grandes questions à des jeunes dont... Que les sondages montrent en interrogation sur nos valeurs. Donc je crois que c'est très important voilà, que nous nous réunissions sur ce projet qui se veut encore une fois porteur de sens dans une société qui s'interroge. Donc pour toutes ces raisons, je suis très heureux d'ouvrir ce moment. Je conclurai juste d'une phrase. Je reprendrai la phrase que Adolphe Blanqui, qui a remplacé Jean-Baptiste C. comme professeur au CNAM, a dit. Je trouve que c'est une très belle phrase. Il a dit « Abjurons donc, messieurs, ces vieux préjugés d'antipathie pour les nations voisines. Le véritable amour de la patrie n'est point la haine des étrangers. Il consiste plutôt à leur faire les honneurs du sol français par un respect inviolable pour tous les cultes et pour toutes les opinions. » Voilà, et je suis très heureux d'avoir inauguré ce moment et de passer la parole à mon ami Alain. Alain, tu as la parole. Je te remercie, je vous remercie, cher Olivier Faron, cher ami, monsieur l'administrateur général du CNAM, pour vos propos introductifs, pour vos mots aimables aussi pour notre présidente, la présidente du Conseil des sages de la laïcité, Dominique Schnapper, qui ne pouvait être parmi nous, mais elle nous a délégué, Yanis Roder et moi-même, pour être présents parmi vous. Alors, vous l'avez dit, en effet, les débats concernant la laïcité sont prégnants dans notre société et tout particulièrement dans son école. Depuis de nombreuses années maintenant, chacun le sait, il faut comprendre aussi comment les choses peuvent se vivre pour des enseignants, pour des responsables de l'éducation nationale. Nous en parlons en permanence, tous les jours, dans les salles de professeurs. Ce sont vraiment des questions qui nous taraudent et qui travaillent l'institution depuis des années. Et puis, comme tout le monde, après le travail, nous rentrons chez nous, nous parlons avec les nôtres, nous allumons la télévision, nous ouvrons un poste de radio, et on entend à nouveau parler de ces questions. Nous sommes dans cet environnement en permanence. Alors, nous avons besoin de moments pour nous poser, pour réfléchir, pour prendre le temps de la réflexion. C'est ce que vous nous offrez au CNAM. Nous avons ce temps de respiration qui nous est permis, et vraiment pour cela, soyez-en vivement remerciés. Je crois que les enseignants, les chefs d'établissement qui nous suivent aujourd'hui comprennent ce que je viens de dire. Nous avons besoin de ces temps de réflexion communs, de ces temps d'une réflexion commune. Alors, je suis particulièrement heureux d'être ici pour représenter le Conseil des sages de la laïcité et de cette deuxième édition de notre cycle de conférences, menée grâce à vous, chers amis, grâce à Thibaut Duchesne, à Vincent Roger, à Loïs Maréchal, qui sont là parmi nous. Et vous avez rappelé, cher Olivier, le cycle qui s'est tenu l'an dernier et les actes qui en sont parus, que nous pouvons trouver effectivement sur le site du Conseil des sages de la laïcité et ici même. Je pense que de la même manière, nous pouvons imaginer dès à présent
que nous publierons, à l'issue du cycle qui commence aujourd'hui, les actes de ces nouvelles conférences. Je voudrais rapidement rappeler 2-3 outils que nous avons élaborés depuis que nous existons, le Conseil des sages de la laïcité. D'abord, le Vademecum, la laïcité à l'école, qui est un outil, je pense, très riche et qui peut apporter des réponses à des situations problématiques que peuvent rencontrer des enseignants, des chefs d'établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, tout récemment, voilà, je ne serai pas exhaustif, une petite plaquette, qu'est-ce que la laïcité ? Une introduction par le Conseil des sages de la laïcité, ça date de janvier 2021, et c'est le développement, disons, de l'introduction par Dominique Schnapper du Vademecum de la laïcité. On peut trouver son texte dans cette édition. Je voudrais terminer en rappelant, ou en disant simplement, en informant, que le ministre de l'Éducation nationale a confié récemment une mission à l'inspecteur général honoraire Jean-Pierre Aubin, que beaucoup connaissent pour le rapport qu'il avait coordonné en 2004 sur les manifestations d'appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, qui date de 2004 donc, et il a confié une mission à Jean-Pierre Aubin sur les questions de formation, justement, des personnels de l'éducation nationale. Je crois que nous devons ensemble concevoir, en effet, qu'une laïcité bien comprise, ça peut être une laïcité bien transmise, et c'est l'objet aussi de cette mission que nous accompagnerons au Conseil des sages. Alors, avant de poursuivre notre ordre du jour et de donner la parole aux intervenants, je voudrais bien entendu saluer le recteur Chanet, qui nous écoute à Besançon. Bonjour, cher Jean-François Chanet. Et puis, Pierre-Henri Tavoyot, nous nous sommes salués tout à l'heure. Avant de leur donner la parole, je crois qu'il faut que nous entendions maintenant le ministre de l'Éducation nationale, qui ne pouvait être des nôtres, mais qui a tenu à nous adresser collectivement ce message. Monsieur l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, Madame la présidente du Conseil des sages de la laïcité, Madame la présidente du Conseil supérieur des programmes, Monsieur le directeur de l'IH2EF, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames et Messieurs les référents valeurs de la République, Mesdames, Messieurs. Je suis évidemment très heureux d'inaugurer cette deuxième session du cycle de conférences qui a été conjointement conduit par le CNAM et le Conseil des sages. Je tiens une nouvelle fois à remercier très chaleureusement Olivier Faron pour l'organisation de ce cycle de conférences, et je veux remercier aussi Dominique Schnapper, car grâce à vous, l'ensemble des membres du Conseil des sages de la laïcité aussi, nous pouvons nous honorer d'avoir désormais une assise intellectuelle puissante pour structurer notre action pour la défense du principe de laïcité au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais aussi pour apporter un éclairage indispensable à tous les acteurs éducatifs sur de tels enjeux, c'est-à-dire les enjeux de la laïcité au travers des enjeux de la formation. Malgré les difficultés à nous réunir l'an dernier dans le bel amphithéâtre Abbé Grégoire, le précédent cycle de conférences fut une réussite. Il a été ponctué par la publication des actes au jour même de l'ultime conférence qui a eu lieu le 9 décembre 2020. Ces conférences, qui réuniront cette année encore des personnalités intellectuelles de premier plan, participent de l'effort général de réflexion et de formation de l'ensemble des personnels de l'institution scolaire. Et j'ai voulu développer cela dès mon arrivée à la tête du ministère, parce que je pense que nous avons besoin d'un cadre cohérent, et que ce cadre cohérent doit ensuite avoir un effet matriciel sur l'ensemble de notre système scolaire, grâce à la formation de formateurs. J'ai d'ailleurs, voici peu, confié une mission sur ce point à l'inspecteur général honoraire Jean-Pierre Aubin, et dans le même temps, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, ainsi que la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté, ont chargé le préfet Pierre Bénard et Isabelle de Mecquenem, philosophe et membre du Conseil des sages, d'une mission de réflexion et de proposition sur la formation des personnels des différentes fonctions publiques. Et donc le Conseil des sages a évidemment de nouveau tout un rôle à jouer pour, dans le cadre de cette mission, enrichir les perspectives de formation dans la fonction publique en matière de laïcité et plus généralement de valeurs de la République. Sans doute sera-t-il possible à un moment ou à un autre d'en rendre compte au cours de votre cycle de conférences. Quand on voit ce que nous disent aujourd'hui les sondages sur la perception de la laïcité par les jeunes Français, cela ne peut que renforcer notre détermination à agir pour mettre en œuvre un plan ambitieux de formation pour les enseignants et plus généralement pour les fonctionnaires qui sont devant nos élèves et qui font vivre les principes et valeurs de la République.
Les principes de la République et la laïcité en particulier doivent redevenir une évidence pour les générations futures. Donner envie, susciter de la fierté. Il nous revient de leur montrer combien le principe de laïcité est d'abord un principe de liberté, d'émancipation, et non pas un ensemble de contraintes et d'interdits qui empêcheraient d'exprimer une individualité. Pour cela, nous devons être mieux armés pour défendre les principes de la République et plus encore pour les expliquer. C'est l'idée qui sous-tend la parution prochaine du guide « L'idée républicaine aujourd'hui », sous la direction de la présidente du Conseil des sages, Dominique Schnapper, ainsi que d'un ouvrage pédagogique coordonné par l'Inspection générale. Ces deux publications viennent compléter le Vademecum sur la laïcité, produit par le ministère avec le Conseil des sages et réactualisé chaque année. Ce guide, qui est accessible à tous, permet de répondre en se fondant sur des bases juridiques précises à toutes les situations d'atteinte à la laïcité constatées dans le cadre scolaire. L'ensemble de ces ressources viendront ainsi compléter une offre de formation que nous voulons la plus ouverte et la plus large possible. Le CNAM lui-même ne s'y est pas trompé, avec la décision de créer une chaire sur la laïcité, dont j'ai personnellement soutenu l'idée dès le départ, et je veux de nouveau remercier le CNAM. À travers ce cycle de conférences organisées par le CNAM et par le Conseil des sages de la laïcité, vous participez ainsi à cette grande ambition que nous avons en partage, celle de partager un socle intellectuel commun autour de la République, autour de la laïcité, pour les faire vivre, en défendant évidemment les principes qui les sous-tendent, les promouvoir, les transmettre, en faisant comprendre à tous l'extrême modernité de l'enjeu de la laïcité, parce que c'est ce qui nous permet de vivre ensemble en liberté, mais aussi avec l'égalité et la fraternité. Donc cette modernité de la laïcité, cette modernité de la République, dans le monde complexe qui est le nôtre, est quelque chose d'essentiel que vous vous êtes mis en situation de faire vivre. Merci donc à vous pour votre participation et à très bientôt. Bien, après ces différentes introductions, il me revient l'honneur d'introduire les invités aujourd'hui. Le premier cycle de ces conférences avait différents thèmes dans lesquels sont intervenus de nombreux juristes, de nombreux sociologues, quelques philosophes. Et nous avons décidé de revenir finalement à la base à travers cette première conférence du deuxième cycle. La base, c'est peut-être l'histoire de la laïcité, pour bien faire comprendre le cheminement très particulier de la laïcité en France. Et si nous avons choisi d'intituler cette séquence « Une histoire française », c'est aussi pour souligner la singularité et refaire finalement un chemin ensemble autour de la construction évidemment historique, la construction politique, philosophique de la laïcité. À travers ce thème, nous avons choisi d'inviter un historien et un philosophe. Un historien, monsieur le recteur Chanet, un historien de la République. Vous êtes historien, enseignant-chercheur, recteur de l'Académie de Besançon et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes un spécialiste de la France du XIXe siècle. Je me permettrai de citer la thèse que vous avez réalisée en 1994 et le jury parce qu'il est, je crois, très parlant. La thèse s'intitulait « L'école républicaine et les petites patries, enseignement primaire et sentiment d'appartenance en France sous la Troisième République, 1879-1940 ». Et vous l'avez soutenue à l'université à l'époque de Paris 1 sous la direction du professeur Maurice Agulon, devant un jury composé de Madame Mona Ozouf, des professeurs Maurice Agulon, Christian Baudelot, Alain Corbin et Antoine Prost, ce qui donne l'ensemble, on va dire, de l'étendue de vos connaissances sur ce sujet. Vous êtes évidemment invité comme historien, mais aussi comme recteur, puisque comme recteur, comme tout personnel de l'éducation nationale, et encore plus aujourd'hui, comme cela a été souligné, et dans le cadre de notre partenariat avec le Conseil des sages de la laïcité, vous êtes un praticien de la laïcité, un praticien dans son développement, dans son application, mais aussi dans sa transmission. Je vous laisse la parole pour commencer, pour débuter cette conférence. Merci, merci cher Thibault. Et je suis évidemment très honoré de cette invitation et je tiens à en remercier beaucoup l'administrateur général Olivier Faron. Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour qu'il ne soit pas étonné que me soit revenu d'abord en mémoire, au moment de préparer cet exposé, ce que disait mon maître Maurice Agulon au début d'un entretien à la revue Mots, dans un numéro d'il y a 30 ans, tout juste, intitulé « Laïque » avec un C, laïque, QE et laïcité. Une des tâches essentielles du métier d'historien est de bien préciser les différences entre les époques. Pourtant, ici, le fond de la question n'a pas changé. Il appartient à l'État laïque, aujourd'hui comme hier, de faire coexister dans une seule société des citoyens de confessions différentes. Fin de citation.
Plus précisément même, puisque dans le titre de ce cycle de conférences, le mot « école » figure entre ceux de République et de laïcité, il appartient à cet État d'instruire et d'éduquer ensemble des enfants de confessions diverses ou indifférents en matière de religion, d'éveiller et de fortifier en eux, quelle que soit leur diversité, et notamment celle de leurs croyances, le goût d'apprendre, y compris les uns des autres, la liberté de penser et la compréhension des valeurs communes constitutives de leur future vie civique. Cette histoire française, cette question dans notre pays, nous le savons tous, remonte à la Révolution française. Dès lors que la volonté du peuple, c'est-à-dire d'un ensemble de citoyens, remplace une transcendance de nature religieuse comme source de légitimité du pouvoir, apparaissent un besoin, un devoir et un risque. Le besoin de concorde, l'unité résultant d'une volonté et non plus incarnée par tradition héréditaire. Le devoir pour la puissance publique d'assurer l'instruction du peuple, car, comme l'écrit Condorcet dès son premier mémoire sur l'instruction publique de 1791, vainement aurait-on déclaré que les hommes ont tous les mêmes droits si l'inégalité dans les facultés morales empêchait le plus grand nombre de jouir de ces droits dans toute leur étendue. Et le risque de la déchirure entre ceux pour qui l'ébranlement de la monarchie et de la religion chrétienne ne peut être qu'un mal, et ceux qui, désormais, ne sépareront plus l'idée de patrie du socle de principes et de liberté que la Révolution a établi. Ici, bien sûr, il importe d'éviter le raccourci qui associerait dès ce moment trois termes, république, laïcité et anticléricalisme. L'anticléricalisme n'est pas né avec la République, et une République peut certes ne pas être anticléricale, ni même laïque. Je renvoie aux analyses d'un autre de mes maîtres pour qui j'ai une pensée émue en ce jour, Jean-Marie Mayer, qui soulignait que de la Deuxième à la Troisième République, la France passe d'une République qui ignore la laïcité et qui se veut d'esprit religieux à une République laïque et marquée pendant des décennies par l'anticléricalisme. Mon propos consistera, si vous le permettez, à rappeler à quoi est dû ce caractère original de la Troisième République, parce qu'il est indissociable de la priorité que ses fondateurs ont donnée à la généralisation de l'instruction, puis à passer du corpus doctrinal aux réalités de la vie scolaire pour montrer la souplesse, les accommodements qui ont caractérisé l'exécution des lois scolaires, avant de proposer quelques considérations sur les renouvellements de la question laïque depuis la fin du siècle dernier. La notion du risque de voir en matière d'enseignement la liberté entendue avant tout comme le maintien de l'autorité de l'Église, entretenir le ferment de la contre-révolution dans la société moderne, cette notion s'est avivée précisément durant la courte existence de la Deuxième République. Elle est née, cette République, dans une atmosphère religieuse. Lamartine, ministre des Affaires étrangères et homme fort du gouvernement provisoire, le rappelait dans son Histoire de la Révolution de 1848, les élections à l'Assemblée constituante, au suffrage universel masculin, ont été fixées le 27 avril, le jour de Pâques, choisi, je cite Lamartine, pour que la pensée religieuse qui plane sur l'esprit humain dans ces jours consacrés à la commémoration d'un grand culte pénétra dans la pensée publique et donna à la liberté la sainteté d'une religion. Mais ce régime a été bientôt livré aux affrontements entre républicains dits de la veille et du lendemain, et même parmi ces derniers, entre ceux qui soutenaient l'intervention militaire pour rétablir contre la République romaine le pouvoir temporel du pape, et ceux qui s'en inquiétaient. Et parmi ceux-là, Victor Hugo. C'est ce qui l'amène à s'opposer au projet de loi Falloux. C'est le moment où il commence à dénoncer le parti clérical, ce qu'il désigne ainsi, comme un sérieux danger public. Je cite là son discours célèbre du 15 janvier 1850, où il dit redouter également pour la nation le bouleversement anarchique et l'assoupissement sacerdotal.
Le syllabus qui complète en 1864 l'encyclique Quanta Cura du pape Pie IX, ainsi restauré grâce à la France dans ses états. Ce syllabus, recueil renfermant les principales erreurs de notre temps, est aussitôt érigé en symbole de l'hostilité du catholicisme au monde moderne et il accentue encore, très sensiblement, cette orientation du républicanisme français vers l'anticléricalisme. Georges Clemenceau en est un des meilleurs représentants. Nommé maire de Montmartre à 29 ans, en pleine guerre franco-prussienne, cette guerre maudite dont la pandémie n'a guère aidé à commémorer le 150e anniversaire, Clemenceau signe le 26 octobre 1870 une circulaire rappelant aux instituteurs communaux qu'ils n'ont aucun ordre à recevoir du curé de leur paroisse. Alors que celui-ci vient de leur demander de se rendre avec leurs élèves à la messe du Saint-Esprit, le jeune maire écrit « Il faut que la liberté de conscience de chacun soit scrupuleusement respectée. En convoquant les enfants de votre école pour se rendre en corps dans un lieu quelconque affecté à l'exercice d'un culte quelconque, sans tenir compte de leurs opinions individuelles ou de celles de leurs parents, vous exerceriez ou sembleriez exercer une regrettable pression sur les consciences. » Ce jeune maire, vous le savez, est aussi celui qui, devenu un vieux président du Conseil, exigera du président de la République, Raymond Poincaré, et des membres de son gouvernement qu'ils ne se rendent pas au Te Deum auquel le cardinal Hamet, archevêque de Paris, les avait invités le 17 novembre 1918. Ce jeune maire est aussi celui qui a été, le 18 mars 1871, le témoin impuissant du déclenchement de l'insurrection parisienne puis de la guerre civile. Chacun le sait, 10 ans avant les lois Ferry, la Commune de Paris a fait de la gratuité et de la laïcité de l'instruction primaire une priorité politique. Elle a aussi amorcé un programme d'éducation populaire qui prolongeait les meilleures traditions du Paris ouvrier en la matière. Mais l'exécution de l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, dans la nuit du 24 au 25 mai, et de plusieurs prêtres et religieux, le 26, compte parmi les crimes qui ont le plus contribué à la condamnation morale de la Commune et justifié a posteriori les milliers d'exécutions sommaires auxquelles se sont livrées les troupes versaillaises pendant la semaine sanglante. Deux observations s'imposent néanmoins. La violence des derniers jours de la Commune n'a pas fait perdre toute légitimité à la revendication d'émancipation des esprits par l'école. Il est habituel de rappeler que Littré, pour dater l'apparition récente du mot laïcité, cite dans le supplément de son dictionnaire de la langue française un article paru dans le journal La Patrie le 11 novembre 1871. On a moins commenté le fait, me semble-t-il, que cet article est un compte-rendu de la séance du 8 novembre au Conseil général de la Seine qui délibérait ce jour-là de questions d'enseignement et qu'il fait apparaître la dualité d'acception à laquelle la législation républicaine ultérieure nous a habitués. Certains élus demandaient, je cite, la sécularisation de l'enseignement à la façon de Condorcet, c'est-à-dire que la partie dogmatique des religions soit écartée de l'école. D'autres se montraient plus exclusifs et demandaient qu'il n'y ait plus de congréganistes dans l'enseignement public. C'était bien là deux manières ou deux degrés dans la compréhension de la laïcisation. Et c'est, précise le compte-rendu, à la suite de ces explications que le Conseil a procédé au vote sur la proposition de la laïcité, en italique, qui a été repoussée. C'est une des premières occurrences du terme, ainsi que le relève Littré. Chacun sait comment ce débat a été tranché ensuite au plan national et par la loi. Laïcité des programmes dans la loi Ferry du 28 mars 1882, laïcisation du personnel enseignant dans la loi Goblet du 30 octobre 1886, à quoi il faut ajouter la loi du 7 juillet 1904 relative à la suppression de l'enseignement congréganiste. Et chacun sait aussi le souci d'unité et de pacification qu'avaient en partage les législateurs républicains qui n'aspiraient à rien tant qu'à refermer à jamais le cycle des révolutions et des affrontements civils. Les républicains des années 1870 ont donné d'emblée la priorité à l'école, ce qui faisait ressortir en creux, ne l'oublions pas,
le maintien du concordat. Emblématique est à cet égard le discours de Gambetta à Saint-Quentin le 16 novembre 1871, quelques jours donc après le débat que je viens d'évoquer au Conseil général de la Seine. C'est son grand retour après la Commune. Et que dit-il ? « Je désire de toute la puissance de mon âme non seulement qu'on sépare les églises de l'État, mais qu'on sépare les écoles de l'Église. » Comme le faisait justement observer Jean-Marie Mayer, la première revendication, déjà présente dans le programme de Belleville du candidat Gambetta, comme député au corps législatif en 1869, n'est ici que le rappel d'un principe dont l'orateur ne trouve pas opportun d'entretenir plus longuement son auditoire. La question importante, alors, c'est la laïcisation de l'enseignement. Et c'est à Jules Ferry qu'il appartiendra de réaliser les étapes décisives de ce programme dans sa double dimension d'affirmation d'un fait juridique, la neutralité de l'État et de l'école en matière religieuse, et de diffusion de l'idée laïque, ensemble de valeurs et source de mobilisation militante d'inspiration rationaliste. L'homme dont le nom reste attaché à cette œuvre à la fois législative, réglementaire et pédagogique, c'est Ferdinand Buisson. Je renvoie à son sujet au beau livre de mon camarade Patrick Cabanel. Notons toutefois que dès le début de son article « Laïcité », dans le dictionnaire de pédagogie qu'il a dirigé, après avoir constaté que ce mot est nouveau et n'est pas encore d'un usage général, cette entrée en matière est maintenue en l'état dans l'édition de 1911. Buisson souligne que, je cite, « la laïcité de l'école à tous les degrés n'est autre chose que l'application à l'école du régime qui a prévalu dans toutes nos institutions sociales. » Autrement dit, le point d'aboutissement d'une évolution séculaire, autant qu'un commencement. 2 ans après la parution de la nouvelle édition du dictionnaire, en 1913, Ferdinand Buisson publie un recueil d'articles intitulé « La foi laïque ». Arrêtons-nous un instant sur l'emploi qu'il y fait du mot « séparatisme ». Ce mot apparaît à 2 reprises, et dans les 2 cas accompagné du qualificatif confessionnel. À propos de l'école publique laïque telle que l'ont faite les républicains, il faut garder à l'esprit que Ferry, à peine nommé ministre, le 4 février 1879, a nommé Buisson, le 10, directeur de l'enseignement primaire au ministère et que celui-ci est resté à ce poste jusqu'en 1896. Enviable longévité. La seule originalité de cette école, écrit Buisson, et c'est dans la note préliminaire au recueil, la seule originalité de cette école, qui n'est à personne parce qu'elle est à tous, consiste à fonder l'éducation publique non plus sur le séparatisme confessionnel, mais sur la fraternité nationale. Ce qu'elle veut tuer dans l'âme des petits Français du XXe siècle, ce n'est pas la foi, c'est la haine. Car à ses yeux, toute foi est respectable, toute haine est mauvaise. Et puis, il y a une seconde occurrence du mot séparatisme, dans un article repris du journal Le Rappel, un article du 15 août 1911. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, l'immense majorité des familles, même les plus attachées au catholicisme, si elles pouvaient être librement consultées, opteraient sans hésiter pour l'école publique, précisément parce que celle-ci a déjà trop propagé les idées de tolérance, de liberté de conscience, de paix et d'unité nationale, pour que les populations ne redoutent pas d'instinct le retour aux petitesses et aux âpretés du séparatisme confessionnel. On voit bien, me semble-t-il, là, à la fois ce qui distingue cette époque et la nôtre, et la portée que garde tout de même cette pensée républicaine aujourd'hui. D'une part, séparatisme confessionnel vise exclusivement la composante catholique traditionnelle, restée monarchique, antidreyfusarde, etc. Et l'enseignement catholique, hostile à la République. Mais d'autre part, la pensée de Buisson reflète une confiance dans ceux qu'Émile Littré appelait les catholiques selon le suffrage universel, c'est-à-dire ceux qui adhéraient aux institutions démocratiques
et ne suivait pas nécessairement au moment de voter les consignes cléricales. Cette pente vers le libéralisme est d'autant plus constante qu'elle est avant tout une confiance dans la force d'entraînement des institutions républicaines et du progrès des Lumières dans les consciences. Et c'est un point commun qu'on retrouve à la génération suivante, et par-delà les débats qui les ont opposés, entre les deux grands leaders du dreyfusisme, devenus des acteurs politiques de premier plan, Clémenceau, déjà cité, et Jaurès. Au moment du combisme, ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne, vous vous en souvenez, puisque Jaurès penche, pour des raisons qui sont plus de circonstances et d'opportunités du reste, vers l'établissement du monopole, vers l'abrogation de la loi Fallou, tandis que Clémenceau s'y oppose. Clémenceau devenu sénateur, et il prononce en 1902-1903 des discours, celui du 17 novembre 1903 surtout, resté fameux, publié par Péguy dans les cahiers de la quinzaine, discours pour la liberté, où Clémenceau donc s'oppose à l'établissement du monopole. Et où il dit ceci: nous proposons de mettre la religion dans le domaine de la liberté, de supprimer tous les organes de domination pour la mettre dans le domaine du droit commun. Nous proposons de placer le pouvoir politique dans le peuple français, non pas pour lui donner le pouvoir absolu des monarques disparus, mais pour lui permettre d'exercer sa puissance légitime sur lui-même en respectant les droits intangibles de l'individu. On retrouve bien là le fond du radicalisme de Clémenceau, qui est un individualisme, une conviction que la liberté ne peut se fonder que sur l'émancipation individuelle. Quant à Jaurès, il est sensiblement, avec des termes différents et dans une optique un peu différente, mais pas si éloignée, sur la même ligne, dans le célèbre discours pour la laïque, quelques années plus tard, en 1910, en janvier 1910, et il était déjà plutôt dans la conclusion qu'il donne en quelques pages, qu'il donnait en 1901 au bilan social du XIXe siècle, donc au terme de l'histoire socialiste de 1789 à 1900 qu'il a dirigé chez l'éditeur Rouff. De façon très significative, dans ce bilan qui, encore une fois, n'occupe que quelques pages finales de l'ensemble, très vite intervient ce paragraphe: aussi bien dans l'ordre de l'enseignement, aussi le progrès est grand depuis un siècle. Ce qui, aussi, ça vient du fait que le paragraphe qui précède met en avant la démocratie. Aussitôt après la démocratie, et de manière très logique, il écrit donc ceci: dans l'ordre de l'enseignement aussi, le progrès est grand depuis un siècle. Tous les enfants de la nation sont appelés à l'école. Le grand idéal de Condorcet est réalisé ou en voie de réalisation, et ce n'est plus l'Église, complice des tyrannies sociales qui dominent l'éducation et façonnent le peuple. Elle a été réduite à n'être plus qu'une association privée, et c'est la science, c'est la raison qui anime l'enseignement public. C'est la grande lumière de l'encyclopédie, mais plus large et plus ardente, qui emplit l'horizon. La pensée socialiste, héritière des audaces extrêmes du XVIIIe siècle, commence à pénétrer les instituteurs de la nation. Il y a aussi en commun chez eux, chez ces deux hommes, l'idée qu'il faudra du temps et que ces instituteurs, enfants du peuple, formés dans les écoles normales, pas tous, et encore moins pour les institutrices, nous le savons bien, devront faire l'objet de ce que nous appellerions, nous, une formation, sur laquelle le ministre a tout à l'heure mis l'accent. Eux n'employaient pas ce mot, mais ils avaient bien conscience qu'ils ne seraient pas naturellement les messagers de progrès et de rationalisme que l'on pouvait espérer. J'en viens brièvement à la vie scolaire après l'histoire des idées et des doctrines et les accommodements qu'elle a comportés. Et là, vous me pardonnerez, cher Thibault, puisque vous avez eu l'amabilité de rappeler ma thèse, de citer une formule de Mona Ozouf dans la préface qu'elle a donnée à l'édition de ma thèse, où elle parle d'une pratique républicaine tissée de compromis et d'accommodements.
c'est très clair dès la manière dont Ferry mène ce grand labeur parlementaire. On le sait, Ferry était prêt à accepter que les locaux scolaires puissent être laissés à la disposition des ministres du culte en dehors des heures de classe, ce que le législateur n'a finalement pas permis dans la loi du 28 mars 1882. Quant aux devoirs envers Dieu, après une bataille parlementaire où le ministre avait en face de lui au Sénat son prédécesseur Jules Simon, ce qui a été l'occasion de lui lancer la célèbre formule « on ne vote pas Dieu dans les assemblées », les devoirs envers Dieu ont été supprimés de la loi, qui leur a substitué cette morale sans épithète à laquelle, depuis, nous sommes indéfectiblement attachés. Mais Ferry a laissé le Conseil supérieur de l'instruction publique les maintenir dans les programmes, ce qui confirmait à la fois son sens des réalités et l'empreinte spiritualiste qui caractérisait sa conception de cette morale, qu'il partageait d'ailleurs avec Ferdinand Buisson. Cela dit, les combats suivants ont fait oublier cela parce que peu à peu, ce contenu des programmes, et c'est intéressant de le noter, s'est vidé de son sens à tel point que lorsque Jacques Chevalier, ministre de Vichy, a voulu les rétablir, a voulu les inscrire à nouveau dans les textes, certains s'en sont offusqués comme s'ils mettaient fin à une situation qui en fait n'avait jamais été véritablement abrogée. Les devoirs envers Dieu avaient été maintenus, mais oubliés en quelque sorte. Quant au crucifix, il devait être retiré des murs des salles de classe, mais nous savons bien que la chose a pris du temps. L'offensive que Combes a lancée après les élections de 1902 en témoigne. Ça faisait tout de même 20 ans que la loi avait été votée. Et on a des témoignages, notamment littéraires, celui de Jules Leroux, dans son roman Léon Chatry, instituteur, paru en 1913, publié lui aussi par Peggy, où on voit le jeune instituteur arriver dans son école de village dans les Ardennes, tout frais sorti de l'école normale de Charleville, devoir affronter un maire radical extrêmement autoritaire qui vient dans son école lui intimer l'ordre de retirer le crucifix qui était resté suspendu au mur de la salle de classe et qui doit entendre de sa bouche cette réponse, de la bouche du jeune homme. « Monsieur le maire, permettez-moi de vous dire qu'il y a chez moi sur la cheminée un petit crucifix de bois. Je ne suis pas croyant, ma mère n'est pas dévote, et pourtant dans les mauvais jours, lorsqu'elle disait en le montrant « Il a été encore plus malheureux que nous », nous nous sentions consolés. Quant à la laïcisation du personnel, nous savons bien aussi, comme tout cela a été progressif, souple dans la pratique. Je n'invoquerai pas l'exemple des béates du Velay de mon enfance. C'est un cas particulier, mais enfin, ces sœurs laïques qu'on était bien content d'avoir sous la main parce que les promotions de normaliennes étaient insuffisantes à répondre aux besoins de l'enseignement laïque. Et bien d'autres cas dans d'autres régions montrent que entre les écoles d'anticléricalisme que Marcel Pagnol prétendait que les écoles normales étaient, et ce qu'elles étaient en réalité et ce qu'elles donnaient dans la pratique des instituteurs et plus encore des institutrices, l'écart était grand. On le voit bien à la naissance d'un courant organisé, d'une association organisée sous le nom des Davidés. Ce n'est plus très connu aujourd'hui, c'est même totalement oublié, je crois. Mais c'est le titre d'un roman qui eut son heure de gloire de René Bazin. Il n'est pas seulement l'auteur de La Terre qui meurt, il est aussi l'auteur de David et Biro, un roman de 1912, mais qui a surtout eu de l'influence par la suite, pendant la guerre et après la guerre, où un mouvement d'institutrices laïques, très attachées à l'enseignement public, mais catholiques pratiquantes, s'est organisé avec une vitalité particulière en Provence, dans les Basses-Alpes en particulier, qui étaient leur fief.
Je souligne tout cela pour rappeler une chose simple et bien connue. C'est que les républicains, forts de cette confiance qu'ils avaient et que Jaurès exprime très fortement dans son discours pour la laïque, cette confiance dans le progrès qui emporterait progressivement les résistances religieuses et amènerait l'Église, malgré elle, vers la modernité, était la meilleure garantie dans l'avenir du succès de cette laïcité-là. C'était d'autant plus vrai dans son esprit à lui que ce que l'école promettait aux enfants du peuple, ce n'était pas seulement la pacification qu'évoquait Buisson tout à l'heure, c'était le progrès social, c'était l'émancipation et une position meilleure que celle des parents. Et c'est ce qui peut nous préoccuper dans les sondages actuels qu'a évoqué tout à l'heure le ministre. Dans l'un des sondages qu'Alain Sexig m'a fait l'amitié de m'envoyer, j'ai été très frappé du fait que c'est 4% seulement des personnes qui associent le mot République à l'idée que c'est l'école et l'ascension sociale. Parmi les réponses proposées, cette idée que la République, c'est l'école et l'ascension sociale, n'est retenue que par 4% des personnes interrogées. Eh bien, cela, ça nous interroge, nous, et c'est un défi que nous avons à relever. S'il me fallait situer, je vais terminer là, s'il me fallait situer un tournant à partir duquel nous entrons dans la période où nous sommes encore, je crois que je répondrai 1989. Et non pas parce qu'il y a coïncidence, pas seulement parce qu'il y a cette année-là, coïncidence entre le bicentenaire de la Révolution française et l'affaire bien connue des foulards, ce que l'on appelait les foulards à l'époque, de Creil, du collège Gabriel Havès de Creil. Rappelons-nous aussi qu'en cette même année 1989, la mort de l'ayatollah Khomeini, le 3 juin, a suivi de quelques mois la fatwa lancée le 14 février contre l'écrivain Salman Rushdie. C'est un moment historiographiquement intéressant aussi et significatif, encadré par deux publications importantes et toujours nourricières, le livre d'Émile Poula, Liberté, laïcité, la guerre des deux France et le principe de la modernité, qui paraît en 1988, et celui de Jean Bobéro, Vers un nouveau pacte laïque, qui paraît, lui, à l'automne 1990. Tout ça dans un contexte où paraissent aussi successivement, entre 1984 et 1992, les lieux de mémoire, les volumes successifs des lieux de mémoire dirigés par Pierre Nora. C'est le moment à partir duquel se produit cette reviviscence, au fond, d'une laïcité dont on parlait moins depuis les années 60. Et c'est le moment où se pose le problème à la fois de l'intégration, comme on disait à l'époque, plutôt des enfants issus de l'immigration, et le problème du multiculturalisme qui résulte de cette bigarrure nouvelle de la société française. Je reprends ce mot de bigarrure parce que Mona Ozouf l'affectionne et l'emploie pour décrire la France du XIXe siècle, avec ses traditions, ses langues régionales, etc., ses patois, mais c'est évidemment pas de la même bigarrure qu'il s'agit, et c'est, si j'ose dire, et sans mauvais esprit, une bigarrure post-coloniale dont nous avons à parler ici et qui est devenue notre problème, qui n'était évidemment pas du tout celui du début du XXe siècle. Donc cette question, à la fois, elle dépasse ou elle déborde désormais l'école, mais elle fait néanmoins, elle continue à faire de l'école le foyer d'où doit sortir l'unité, d'où doit sortir la consolidation des valeurs communes. Si nous nous rappelons
Affaire des foulards de Creil de 1989, bien étudiée par mon jeune collègue Ismaël Ferrat, la réaction du ministre de l'époque est assez caractéristique d'une méthode qui, au fond, n'a pas sensiblement changé dans l'approche générale par la suite, c'est-à-dire une tendance d'abord à s'en remettre aux autorités locales, inspecteur d'académie, principal du collège, et à chercher le temps d'une réponse réglementaire qui est passée par la saisine du Conseil d'État, puis par une circulaire, quelques mois plus tard, en décembre, qui, au fond, préconise la gestion au cas par cas à l'échelon de l'établissement, compromis qui sera retouché 5 ans plus tard par le nouveau ministre François Bayrou. 30 ans après, nous mesurons ce qui a changé irrémédiablement. Aucun des acteurs de l'affaire de Creil n'imaginait qu'un professeur pût être décapité pour avoir montré des caricatures à des élèves. Il y a là un franchissement de seuil, un franchissement de degré qui fait de ce besoin que le séminaire exprime, ce besoin de réflexion, de partage et de formation, un besoin d'une acuité sans égale par rapport même à ce qu'elle était à la fin du XXe siècle. Et on se retrouve finalement, pour des raisons tout à fait différentes, avec ce même besoin, face à ce même besoin de formation, que ressentaient les plus lucides dirigeants républicains au début du XXe siècle. Avec une différence majeure, sur laquelle je voudrais terminer. Pour être des enfants du peuple, et c'est pour ça aussi que je vous ai cité le roman de Leroux, pour être des enfants du peuple, ces enfants-là avaient une culture religieuse, certes principalement issue du catholicisme, mais ce n'était pas un monde étranger, complètement étranger et ignoré d'eux, que celui qu'ils avaient face à eux et avec lequel ils savaient trouver des accommodements. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de connaissance, ou plutôt d'ignorance, par beaucoup d'enseignants, non pas seulement du christianisme, mais des religions en général. Et il y a là une difficulté sans commune mesure avec celle qui pouvait exister au moment où il fallait ménager une transition, au fond, une transition assez en douceur entre deux époques. C'est ce qui me fait regarder avec un peu plus d'inquiétude que lui, sans doute, ce que disait mon maître, Maurice Agulon, dans ce même entretien des mots, de la revue Mots que j'ai cité tout à l'heure. Il disait « La notion de concession fait partie du fond commun de la laïcité. La tolérance est considérée aujourd'hui comme une vertu, les intégristes la repoussent par nature, les clergés modernes acceptent de la préconiser, ce dont nous nous réjouissons parce que c'est au fond la victoire posthume de Voltaire. On voudrait le croire avec lui, mais pour lui non plus, il n'était pas concevable que Voltaire, l'esprit voltairien du début du XXIe siècle puisse entraîner la mort d'un homme et de surcroît d'un professeur. C'est devant ce défi nouveau qui nous est adressé que je vais m'arrêter en étant bien conscient de n'avoir pas apporté beaucoup de réponses, en ayant joué simplement le rôle que l'on peut attendre d'un historien, qui est de faire mesurer la différence des temps. Ce qui ne signifie pas que cet historien se sente totalement désarmé pour affronter un défi nouveau, bien sûr. Mais pour cela, je
ne peut pas user d'une autorité d'historien. Je suis dans un dialogue avec vous et je suis un homme qui cherche, autant que vous. Merci, monsieur le recteur. Merci infiniment pour cet exposé sur le rapport des républiques à la religion. Vous avez rappelé la lutte sociale pour l'enseignement libre. Vous avez rappelé la généalogie en convoquant Clémenceau, Victor Hugo, Jaurès, Ferry, Buisson notamment. Vous avez montré les différences d'acception sur les conditions d'émancipation. Et à travers cette histoire sociale, vous avez évidemment tracé un sillon qui s'articule autour de l'école, pour reprendre ce que vous venez de dire, l'école comme aboutissement, mais également comme commencement dans l'intégration des principes républicains. Voilà, dans ce séminaire République, École, Laïcité, évidemment, vous êtes au confluent de ces thématiques et si j'osais, je vous dirais également que vous-même êtes l'expression de ce lien entre ces trois thèmes. Après cette histoire sociale et politique, on en vient à une histoire philosophique avec Pierre-Henri Tavoyant, que nous sommes vraiment ravis d'accueillir pour la première fois au sein de ce séminaire. Pierre-Henri Tavoyant, vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à HDR à la faculté de lettres de Paris-Sorbonne, vous êtes également président du Collège de philosophie. Vos travaux portent principalement sur la philosophie des Lumières. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et je me permettrai de citer les deux derniers. En 2019, c'était « Comment gouverner un peuple roi », traité nouveau d'art politique, publié chez Odile Jacob, qui renoue avec la tradition des traités d'art politique et qui a obtenu le prix politique des députés. Alors, sur un ouvrage qui mêle l'art de gouverner comme l'art d'être gouverné, on comprend que ça ait pu plaire à la Chambre. Et puis en 2020, récemment, vous avez publié La morale de cette histoire, guide éthique pourtant incertain, qui ne manquera pas d'interpeller dans les temps que nous vivons l'ensemble des auditeurs présents ici. Vous avez créé à la Sorbonne un diplôme universitaire, ça a été dit par l'administrateur général du CNAM, un DU intitulé Référent laïcité, gestion du fait religieux, qui permet d'avoir une formation en histoire, en droit, en sociologie, en philosophie. L'ensemble des détails sont disponibles sur le site de Paris-Sorbonne. Et puis, donc, vous avez fondé le Collège de philosophie. Puis récemment, vous avez reçu dans ce cadre Marcel Gauchet, à travers un entretien passionnant sur la question de la laïcité. C'était en février 2021 et les auditeurs pourront retrouver cette conversation sur le site de votre Collège de philosophie. Pierre-Henri Tavoyant, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'administrateur, pour votre invitation. Merci au Conseil des sages de la laïcité et à Alain Sexic en particulier de m'avoir sollicité. Je partirai vraiment en continuité avec la conclusion du recteur Chanet pour cet exposé. Partir d'un désarroi et j'espère conclure de manière plus optimiste. Partir d'un désarroi qui m'est arrivé en fait assez récemment, juste après cet abominable assassinat de Samuel Paty, qui nous a vraiment tous bouleversés. On avait tous ce sentiment d'avoir atteint le sommet après les différents attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, et de se dire, voilà, hélas, nous sommes désormais, si je puis dire, à un degré maximum. Vraiment, cet assassinat nous a plongés tous, pédagogues, amis de l'éducation, amis de l'école, dans une situation de sidération. Et cette sidération a été démultipliée pour ma part par, en fait, une expérience que je vais vous raconter, très simple. Quelques jours après l'attentat, j'ai, à quelques heures d'intervalle, été interviewé par Al Jazeera d'un côté et le New York Times de l'autre. Autant vous dire que cette expérience est assez traumatisante, parce que nous avions de ce point de vue-là, et j'avais de ce point de vue-là, deux messages, deux expressions d'une incompréhension totale de la laïcité pour des motifs diamétralement opposés. Pour Al Jazeera, la laïcité apparaît comme une hostilité à l'égard des religions en général et de l'islam en particulier. Pour le New York Times, c'était une hostilité à l'égard des identités en général et des minorités opprimées en particulier. Et donc, nous avions là ce qu'on appelle aux échecs une situation de fourchette. Je devais, le matin, avoir un discours plutôt progressiste qui consistait à dire, face, disons, à une pensée fondamentaliste, qui consistait à dire que pour un Français de ma génération, l'islamisme en France représentait à tous égards une régression historique, le sentiment de revenir en arrière,
dans un patriarcat, dans une homophobie, dans un racisme, dans un obscurantisme, dans toute une série de choses qu'on croyait avoir dépassées. Et juste après, eh bien, je devais me poser en conservateur pour dire que le mode de vie français, le refus du communautarisme, le refus de la frénésie identitaire, tout cela valait la peine d'être défendu. Vis-à-vis de l'Orient et vis-à-vis du Levant, j'étais progressiste et à l'Occident, j'étais conservateur. Ajoutons à cela que, évidemment, les journalistes étaient, en l'occurrence, loin d'être bêtes et tout à fait informés, et pointaient nos difficultés et nos contradictions. Vous dites que la liberté d'expression en France est absolue, et il me citait évidemment toute une série d'exemples montrant qu'elle ne l'était pas tant que ça, que la loi de 1881 posait quelques limites, que toute une série de mesures et d'histoires montraient que cette liberté n'était pas absolue. Vous dites que le blasphème n'est pas un délit en France, mais il y a l'outrage, il y a des choses sacrées chez vous qu'il est interdit de dire. Il y a la loi Taubira, il y a la loi Guesso, il y a toute une série de choses qui témoignent du fait que quelque chose de l'ordre du sacré et du blasphème reste présent. Vous dites que les caricatures sont un droit absolu, mais il est arrivé que certaines caricatures soient interdites. Le dessinateur Ciné a été viré de Charlie Hebdo pour un dessin antisémite. Je reprends ici ce que Régis Debray, lui-même dans son petit tract qui s'appelle « La France laïque », avait très bien décrit. Oui, tout ça plonge dans des contradictions, dans des difficultés. Donc, d'un côté, le sentiment d'une laïcité totalement incomprise, de l'autre côté, le sentiment que nous-mêmes sommes assez largement dans des contradictions, et parfois difficilement surmontables. Donc, situation très pénible, qui m'a un petit moment mis dans une situation du blues du laïc français, jusqu'à ce que, malgré tout, les ressources de la combativité reviennent, ne serait-ce que parce que j'avais face à moi, manifestement, des gens très éduqués et très informés, mais qui ne voulaient pas comprendre, qui étaient manifestement dans une position de totale mauvaise foi. Totale mauvaise foi qui s'exprimait de cette manière parfaite, c'est-à-dire que nous reprochant à nous autres laïcs de ne pas comprendre les religions et de ne pas comprendre les identités, ne faisait absolument aucun effort pour comprendre la laïcité française et l'histoire française de la laïcité. Donc, à un moment donné, on se dit, il n'y a pas de raison, allons-y. Et je vais vous expliquer. Donc, l'idée était de dire que nous avons des ressources pédagogiques et des ressources même stratégiques pour contrecarrer ce type de discours et ce type de propositions dont il ne faut pas négliger l'importance et l'importance mondiale. Nous sommes vraiment dans un débat ici qui est un débat mondial. Donc, ce que je leur opposais, je vais faire cet exercice devant vous, je dois le dire en toute honnêteté, comme une session de rattrapage, parce que je n'ai pas été si clair, pris par l'ampleur de la colère face à mes interlocuteurs. Donc, vous savez, c'est comme les rêves éveillés, c'est-à-dire on rejoue les scènes en espérant cautériser les blessures et cicatriser un peu. Donc voilà, imaginons que vous soyez des journalistes du New York Times et je vais vous répondre et vous expliquer un peu les choses. Pardon de l'exercice. Nous avons un principe clair qu'il faut rappeler. Nous avons une histoire propre qu'il faut également rappeler. Nous avons aussi, ce que négligent nos adversaires, un débat qui est en cours et qui est un débat vif, on le voit continuellement. Et puis nous avons aussi, on a un peu tendance à l'oublier, un projet. Et c'est tout cela que je voudrais très rapidement évoquer par quelques indices et quelques brides. Le principe clair, c'est ce que j'essayais d'expliquer et c'est ce qui m'a montré effectivement que des esprits aiguisés ne voulaient pas comprendre. Je vais dire une énormité, mais à la base du principe de laïcité, me semble-t-il, il y a évidemment l'idée de république, mais je crois une idée libérale. Une idée libérale qui consiste à dire que notre vie est marquée par le régime des séparations. Nous avons plusieurs sphères dans notre existence. Et que ces sphères sont non pas totalement séparées, mais doivent être clairement distinguées. Il y a la sphère privée, qui nous appartient, il y a la sphère publique,
qui relève du vouloir vivre ensemble. Et puis, il y a ce qu'on appelle la sphère de la société civile, la sphère civile. 3 sphères. Eh bien, la laïcité, c'est un principe pour chacune de ces sphères. Dans la sphère privée, c'est la liberté. Liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion. Ce pourquoi nous pouvons être en régime laïque, athées, hérétiques et apostats. Tout ça sans aucun problème. À côté de cette liberté dans la sphère privée, il y a la neutralité dans la sphère de l'État. L'État ne reconnaît, ne subventionne aucun culte et les agents de cette fonction publique doivent être neutres sur le plan religieux et parfois aussi, on l'oublie un peu, sur le plan politique. Et puis, entre ces 2 sphères, il y a la sphère civile. Dans cette sphère civile, c'est le lieu où se rencontrent les sphères privées, où elles se tissent des liens, où elles s'affrontent, où elles s'entrechoquent potentiellement. Eh bien, le 3e principe n'est ni la liberté ni la neutralité, mais je reprends l'idée à Régis Debray, le principe de discrétion. J'aime beaucoup cette formule parce qu'elle condense ce que doit être en fait la civilité de la société civile. La civilité de la société civile, c'est on se retient. Un homme, ça se contient. Ça s'empêche, disait Camus. Eh bien, c'est exactement ça, la civilité. C'est même la base de la moralité, c'est-à-dire que si je suis croyant fervent, j'ai envie de proclamer ma foi tous les jours, dans n'importe quelle occasion, eh bien, je me retiens. Si je suis non-croyant, j'ai envie de dire, éventuellement, si je suis athée, que les religions sont les plus connes, comme dirait Houellebecq, eh bien, je me retiens. Je me retiens par respect parce que cette sphère civile, c'est la sphère, alors le mot peut choquer, mais la sphère de l'obéissance, au sens étymologique du terme, qui n'est pas la soumission. L'obéissance, étymologiquement, c'est ob audire, c'est prêter l'oreille. Prêter l'oreille, ne pas donner sa volonté, prêter l'oreille. Prêter l'oreille, ça veut dire prêter l'oreille au fait qu'il y a des autres, avec lesquels il faut vivre, sans s'entretuer si possible, et prêter aussi l'oreille au réel lui-même. Un peuple libre obéit mais ne se soumet pas. C'est ce que disait Rousseau dans les lettres écrites de la montagne. Il a des chefs mais il n'a pas de maître. Donc l'obéissance fait partie effectivement de cette sphère civile et le principe de discrétion est vraiment le principe qui l'anime. Discrétion dans l'expression de son sentiment religieux, mais aussi discrétion à l'égard des critiques de la religion, pour éviter à la fois l'effacement du religieux et, de l'autre côté, l'ostentation et le prosélytisme. Voilà. Donc c'est à la fois cette discrétion, une règle juridique, mais aussi et beaucoup une règle civile. Ce pourquoi tous ceux qui veulent réduire la laïcité à un pur principe juridique se trompent. Il en va aussi d'une civilité. Il en va aussi d'une manière de vivre. Et c'est cette manière de vivre qu'on peut opposer. Ce principe est, me semble-t-il, très clair. Et voyez, en 3 minutes ou un peu plus, on arrive à le définir assez clairement. Donc ceux qui ne veulent pas comprendre, vraiment ne veulent pas comprendre, très clairement. À l'inverse, pouvons-nous nous poser la question de savoir ce qu'est le contraire de la laïcité? Intéressant comme démarche. Quel est le contraire de la laïcité? À l'évidence, ce n'est pas la religion, puisque la religion est permise dans ce cadre laïque. Le contraire de la laïcité, c'est le fondamentalisme au sens strict du terme. Qu'est-ce que le fondamentalisme? Le courant religieux qui nie le fait que les sphères soient séparées, qui nie la séparation des sphères, qui considère que le principe religieux doit régler absolument tout. Le terme fondamentalisme naît dans le cadre du protestantisme américain, au début du XXe siècle. Toutes les religions connues ont une tendance fondamentaliste, y compris le bouddhisme. Ça m'a toujours surpris, mais ça existe. Voilà, force est de le constater, il y a un fondamentalisme bouddhisme. L'islam est aujourd'hui particulièrement bien armé pour des raisons historiques et structurelles à l'égard de cette tentation fondamentaliste, et je citerai ici, dans sa formulation parfaite, un des penseurs du fondamentalisme musulman, qui est le Pakistanais Saïd Modoudi, qui est meurt en 1979, et Saïd Modoudi, qui est le premier d'ailleurs à utiliser le terme d'État islamique,
Saïd Modoudi, qui est un grand intellectuel, ses livres sont tout à fait passionnants, très cultivés, très instruits, il discute avec Marx, enfin il discute de Marx, il discute des grands philosophes qu'il connaît très bien, et dans son petit livre sur l'islam formidablement clair, dit la chose suivante: l'islam n'est pas une religion dans le sens communément admis de ce mot. Sens communément admis de ce mot, c'est-à-dire dans le monde moderne. C'est un système comprenant tous les aspects de la vie. Il régit les relations familiales, les affaires sociales et économiques, l'administration, les droits et les devoirs du citoyen, le système judiciaire, les lois de la guerre et de la paix, et les relations internationales et la science. Donc c'est un système qui régit tout, c'est une religion, pardon de l'expression, mais totalitaire au sens où elle concerne toutes les dimensions de l'existence. Rien ne s'oppose davantage à la laïcité que cette conception de la religion. Et donc, cette conception de la religion, c'est vraiment ce fondamentalisme et ce qui s'oppose le plus à la laïcité, puisqu'encore une fois, c'est la négation du fait qu'il y a dans nos vies plusieurs sphères de vie, plusieurs modes d'existence. Alors, la question qui se pose une fois qu'on a posé ce premier principe, c'est de rappeler que ce principe de laïcité, avec ces trois sphères, ou ces principes de laïcité, plongent leurs racines, pour ce qui est de la France, dans une histoire qui nous est propre, qui a une part commune avec l'Occident et une autre part qui est spécifique à la France. Donc rappeler aussi que, puisque tout le monde plaide en faveur des identités, pourquoi nous autres Français, on ne plaiderait pas en faveur de la nôtre et de la spécificité de notre trajectoire. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible de couper les micros? Toujours la stratégie de la recherche du micro ouvert quand on organise des conférences, c'est toujours très compliqué. Et je sais ce que c'est, dans le cadre du collège de philosophie. Alors, évidemment, devant des historiens éminents, je ne vais pas refaire cette histoire, mais juste pointer, puisque moi j'ai l'avantage d'être philosophe, donc je peux nager avec les siècles sans aucune difficulté, ce que ne peuvent pas faire les historiens qui sont soumis à une contrainte de rigueur. Voilà, moi j'ai cette liberté totale, et je vais en profiter, de dire qu'il y a au fond deux jalons qui me paraissent tout à fait essentiels dans cette histoire de la laïcité et qui expliquent beaucoup de choses et beaucoup de clivages contemporains qui sont des sources de compréhension et d'intelligibilité. La première, c'est que la laïcité est la fille du christianisme. La seconde, c'est que la laïcité est évidemment aussi la fille de la Révolution française. Et ces deux propositions peuvent paraître un peu contradictoires, mais je crois qu'elles sont profondément vraies et expliquent beaucoup d'éléments parfois paradoxaux dans notre histoire. Fille du christianisme parce que le christianisme est la première anticipation justement du régime de séparation. Séparation entre le théologique et le politique, c'est bien connu. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette formulation bien connue, qui oppose deux ordres, le religieux et le politique, en fait, est une véritable contradiction qui va être la dynamique de l'Occident, parce qu'on va essayer de chercher des moyens de concilier les deux termes. Mais c'est un premier registre de séparation. Le deuxième élément, c'est une séparation entre religion et moralité, si je puis dire. Ce qui caractérise le christianisme comme religion dans, disons, le marché des religions, si je puis dire, c'est que, comme on dit très souvent, c'est une religion de la foi et non pas une religion de la loi. C'est-à-dire l'idée qu'il y a dans le christianisme, l'idée que les observances sont secondaires par rapport à la pureté intérieure. Et ce qui compte, ce sont les intentions, non pas les observances. Et c'est le fameux passage de Marc à propos de la femme adultère qui dit, voilà, la tradition veut qu'une femme adultère soit lapidée. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. C'est-à-dire qu'il va au rebours de la tradition, des mœurs locales, en considérant qu'effectivement, la pureté, ce n'est pas des choses que l'on ingurgite, mais c'est ce qui sort de nous. C'est le passage de Marc. La pureté, ce n'est pas ce qu'on avale, ce n'est pas ce qu'on mange, ce n'est pas ce qu'on comporte, c'est ce qui sort de nous.
Autre exemple, le fameux exemple du Shabbat. Jésus est avec ses disciples, se promène dans un champ de blé, c'est Shabbat, et les disciples prennent des grains, des épis de blé qu'ils arrachent. Le rabbin du passage dit, mais c'est scandaleux, c'est Shabbat, vous ne pouvez pas travailler. Et Jésus dit, mais ce n'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat, mais le Shabbat qui est fait pour l'homme. Et donc, on inverse aussi les pratiques, c'est-à-dire que l'observance stricte à la loi compte moins que l'intériorité. Premier élément d'une logique de séparation extrêmement forte, c'est-à-dire, pour le dire un peu plus, de manière un peu plus humoristique, le grand théologien qui est Gad Elmaleh, dans un de ses sketchs, racontait que c'était très très difficile d'être un religieux. Il disait, ouais, quand on est juif, c'est quand même très très compliqué, Shabbat, tous les interdits. Quand on est musulman, c'est très très compliqué. Il faut faire le ramadan. Et puis quand on est chrétien, c'est très très compliqué, il faut aller chercher les œufs de Pâques. Voilà. Qui témoignait effectivement du fait qu'il y avait, disons, dans l'observance à des ritualités de très très grandes différences. Et c'est une caractéristique assez centrale du christianisme. Ce qui témoigne du fait que, vous voyez, le régime des séparations existe ici aussi. Ce que l'on fait et ce que l'on est. Une grande différence entre les deux éléments. Voilà pour le premier pilier. Donc en ce sens, on voit comment la laïcité est la fille de cette révolution chrétienne. Comme dit Marcel Gauchet, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. C'est pas encore la sortie de la religion, mais c'est ce qui annonce la sortie de la religion précisément parce que Dieu s'éloigne beaucoup du terrestre d'une part et parce que ce régime de séparation implique forcément des petites marges de manœuvre que les humains vont pouvoir occuper et occuper de plus en plus et puis s'apercevant que ça fonctionne pas si mal pour se dire après tout et si Dieu était une hypothèse dont on pouvait se passer. Deuxième moment important, évidemment, la Révolution française, vous en avez parlé, là aussi j'ai le luxe philosophique de pouvoir la résumer en 3 dates, qui résument parfaitement ce qu'il y a de laïque dans la Révolution française. Le 17 juin 1789, les États généraux se transforment en Assemblée nationale. La veille, le roi était le lieutenant de Dieu sur terre, c'est-à-dire le tenant-lieu de Dieu sur terre. Le lendemain, le roi est le premier magistrat du peuple. Voilà, grand changement. La loi, la source de la loi, n'émane plus, comme vous le disiez, recteur, de la transcendance, mais en effet de l'immanence. Deuxième date, le 4 août, qui, abolissant les privilèges la nuit du 4 août, établit l'égale dignité de tous les êtres humains, qui n'appartiennent plus à des communautés, mais deviennent effectivement des humains à part entière. Et puis, troisième date, le 24 août 1789, date du vote de la Déclaration des droits de l'homme, premier pilier de la reconstruction de l'édifice, l'idée que les humains sont des êtres en effet égaux, des individus, qu'ils existent en tant qu'êtres humains dignes, abstraction faite de tous leurs ancrages social, racial, sexuel, on va dire après, générique, genré, etc. C'est-à-dire qu'on invente, comme dit Claude Lefort, l'humanisme abstrait, qui va être très critiqué parce que le terme abstrait paraît très négatif. Mais qu'est-ce que veut dire l'humanisme abstrait ? Ça veut dire que l'homme existe, abstraction faite de toutes ses identités, et que sa dignité n'est pas réductible à ses appartenances. Ça, c'est vraiment l'idée laïque qui émerge sur le plan anthropologique. L'homme n'est pas réductible à ses appartenances, il existe comme digne en soi. Cette trajectoire donne l'indication de ce qu'est la laïcité, comme on dit, à la française. Et c'est là, on entre dans un troisième élément, c'est là que la confrontation avec l'autre tradition de tolérance ou de laïcité va apparaître, à savoir l'anglaise et l'américaine, la tradition de la tolérance et la tradition de la laïcité, qui constituent malgré tout aussi en France même une bonne part du débat. Alors, là encore,
pardonnez-moi de prendre une image extrêmement triviale, mais elle m'est venue un jour dans un amphi où un étudiant américain qui venait du Texas me demande, mais cette laïcité, quand même, c'est vraiment de l'athéisme, c'est la négation des religions. Et face à cet étudiant qui venait du Texas, je lui ai présenté cette image. Prenons un western. Vous êtes dans un western, dans les westerns, vous savez, il y a des saloons. Et dans ces saloons, il y a plusieurs types de saloons possibles. Dans un premier saloon, c'est écrit en général, vous avez une petite pancarte, avant de rentrer dans le saloon, veuillez déposer votre arme. Et puis il y a d'autres saloons où il est écrit, vous pourrez rentrer avec votre arme dans le saloon, mais faites attention, tout le monde en aura une. Eh bien, on a là l'expression parfaite des deux modèles de laïcité et de tolérance à l'anglo-saxonne. Il suffit de remplacer religion par arme. Vous entrez dans l'espace public, vous entrez dans la société civile, veuillez déposer votre religion ou les expressions les plus manifestes de votre religion avant de rentrer dans l'espace public. Discrétion. Ou alors, écoutez, vous pouvez rentrer avec tout, tous vos habits, toutes vos croyances, toute votre communauté, toutes vos appartenances, mais faites attention, tout le monde en aura, et que le meilleur gagne. C'est explicitement présent dans le texte du fédéraliste, sous la plume de Madison, qui dit clairement que c'est ce modèle-là qui doit fonctionner. Exactement d'ailleurs comme les lobbies. En France, il n'y a pas de lobby parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a que l'intérêt général. C'est bien connu, il n'y a pas d'intérêt particulier. Aux États-Unis, il y a plein de lobbies, mais comme il y en a beaucoup, c'est la concurrence. Les deux modèles, soyons clairs, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut être honnête là-dessus. Pas parce qu'on est français qu'il faut être aveugle. Le modèle américain, effectivement, est respectueux de toutes les identités. Mais il a cette difficulté que c'est un peu la loi de la jungle entre tous ces lobbies et entre toutes ces religions. Et on le sait, la hantise des Américains, c'est de voir leurs droits religieux, leurs droits à la croyance menacés par l'État. Alors que pour les Français, évidemment, c'est un peu oppressif à l'égard des identités particulières. Et on peut considérer qu'effectivement, il y a une atrophie de l'identité personnelle quand on rentre dans cet espace public. Mais en même temps, on peut considérer que cet État est arbitre. Les États-Unis, les religions sont libres contre l'État. En France, les religions sont libres, y compris le fait de ne pas croire, grâce à l'État. Et d'une certaine façon, pour ça que malgré tout, même philosophiquement, je crois qu'on est bien armé pour dire que la laïcité à la française est meilleure que le modèle anglo-saxon, parce qu'il y a ce moment précieux que Catherine Kinsler appelle, d'une expression parfaite, la respiration laïque. La respiration laïque, c'est-à-dire cette capacité, cette possibilité de ne pas être qui l'on est, de ne pas embarquer avec soi, certes comme une richesse, mais aussi comme un boulet, tout ce qui nous a constitués, tout ce qui nous a fabriqués, particulièrement à l'école, où à l'école, effectivement, il s'agit d'éduquer. Qu'est-ce que ça veut dire, éduquer? Ça veut dire sortir de chez soi. Sortir de chez soi, sortir de chez ses parents, s'élever potentiellement. Et donc cette laïcité comme respiration, ce qui ne veut pas dire que quand l'on sortira du saloon, on ne reprendra pas notre colt, on ne reprendra pas notre identité. Rien ne nous empêche de le faire. Mais au moins, nous avons eu ce moment où, pour rentrer en contact avec les autres, eh bien, nous acceptons effectivement de nous empêcher un peu. C'est puissant, je crois. C'est puissant et on peut être très offensif sur la question, mais il manque encore quelque chose. Parce que, à quoi sert de définir les règles du vivre ensemble si nous n'avons pas envie de vivre en commun? C'est la vraie question. Et au fond, on sent que notre fragilité sur la laïcité, c'est pas simplement de définir le principe, c'est pas de trouver les accommodements, c'est pas de trouver l'application, c'est au fond de se dire mais pourquoi voulons-nous être ce que nous sommes en commun? Pourquoi avons-nous envie
de continuer le projet français. Pourquoi avons-nous envie d'être fiers de ce modèle? Et c'est vrai qu'on est souvent un peu tétanisé à l'égard des religions. Bon, les religions, quand même, ils se sacrifient. Même le terroriste va nous fasciner. On se dit, mais ils ont des motifs de sacrifier leur existence. Il y a quelque chose de sacré. Leur sang s'éclaire. Et nous, eh bien, nous avons le sentiment de vivre, comme on dit souvent, dans un désert spirituel. Consumérisme, consommation, rien. Voilà. Simplement, nous ne voyons pas une chose. Et nous l'avons oublié. Peut-être parce qu'il y a un bruit qui nous dit que la civilisation démocratique est la pire de tous les temps. Que nous avons atteint le comble de l'oppression. Que, au fond, les hommes contre les femmes, les hommes contre la planète, les hommes contre les animaux, tout ça, le condensé de toutes les oppressions, et notre période est la plus abominable en termes de machisme, en termes d'impérialisme, en termes de colonialisme, en termes de racisme. Mais réveillons-nous, si je puis dire. Il faut que la woke culture fonctionne aussi dans ce sens. Toutes les civilisations ont été impérialistes, ont été colonialistes, ont été patriarcales, ont été esclavagistes. Il en est une seule dans toute l'histoire de l'humanité qui a inventé le féminisme, l'anti-esclavagisme, l'anticolonialisme. Une seule, c'est la civilisation de la démocratie. Et nous devrions avoir honte de ça. Nous devrions avoir honte du fait que ces conquêtes, dans toute l'histoire mondiale, sont le fait de cette civilisation-là. Elle a encore quelque chose à nous dire, cette civilisation, quelque chose de grand. Pour le résumer, on peut dire en 3 mots, en 3 propositions. Tous les hommes, tous les humains sont grands. Tous les humains sont grands. Aucune autre civilisation n'a dit ça. Vous voyez à Rome, pour quelques majeurs, majoresses, tout le monde était mineur. Seuls étaient majeurs les pères de famille. Tout le reste, c'était des mineurs. La majorité était l'exception, la minorité était la règle. Depuis la Révolution française, tout change. La majorité est la règle, la minorité est l'exception. Et ça change tout. Tous les hommes sont grands. Tous les hommes peuvent grandir. Tous les hommes peuvent grandir par l'éducation, par un ascenseur social qu'il faut singulièrement réparer. Tout est possible dans cet élargissement, augmentation de l'humain. Et 3e proposition, qui est sans doute la plus belle, nous pouvons grandir ensemble. Nous pouvons grandir ensemble, c'est-à-dire que entre adultes consentants, si je vous me permettez, eh bien, la vie commune est possible. Cette triple perspective qui dessine quelque chose comme une évangile de la démocratie, eh bien, cette triple perspective représente quelque chose que nous avons oublié parce que nous y sommes parfaitement habitués. Or, de ce point de vue-là, la laïcité et la démocratie ont encore quelque chose à nous dire. Notre faiblesse, c'est que nous voyons la laïcité comme une arme de défense, comme un bouclier. En vérité, c'est une arme d'attaque, et ça ne fonctionne comme une arme d'attaque, pas contre les autres, mais tout simplement pour faire grandir les humains. Donc il y a encore là-dessus une belle promesse et un bel horizon. Je vous remercie. Merci infiniment Pierre-Henri Tavoyot. Finalement, c'était un exposé historique d'un philosophe, puisque vous avez, à votre manière, et pour reprendre l'expression du recteur Chanet, montré la différence des temps, et notamment le rappel nécessaire, salutaire, sur ce qu'est le temps démocratique. Merci infiniment. Je vous propose d'ouvrir la discussion avec les présents. Alain, Olivier, si vous souhaitez réagir par rapport à ces 2 interventions. Alain. À part remercier et dire vraiment notre reconnaissance et notre gratitude et même notre admiration aux 2 intervenants, au recteur Chanet et à Pierre-Henri Tavoyot, je ne sais trop quoi dire comme ça à brûle-pourpoint. Si ce n'est qu'en effet, vous avez bien fait,
Jean-François Chanet, de rappeler le moment important de 89, de 1989, les deux d'ailleurs, 1700 et 1989, parce que c'est là que s'ancrent tous les débats qui iront s'amplifiant dans notre société et au-delà. Vous avez rappelé, en effet, sur fond de révolution iranienne, de fatwa contre Salman Rushdie, eh bien, tout simplement ce qui se passait en banlieue parisienne, à Creil. Vous avez dit que tous les acteurs de cette époque ne pouvaient s'imaginer que nous aboutirions 30 ans plus tard à cette terrible décapitation de Samuel Paty. Je vais vous dire, un conseiller très en vue du ministre de l'époque m'avait dit au mois d'octobre 1789, alors que je lui disais qu'avec d'autres, je pensais qu'il fallait être ferme par rapport à l'apparition de ce signe que nous ne savions pas nommer. Vous avez raison, nous parlions de foulard islamique à l'époque. Mais je vivais personnellement dans un quartier populaire à Paris, dans le 20e arrondissement. J'ai vécu et travaillé en Seine-Saint-Denis. Je voyais ce qui était en germe à ce moment-là. Je le sentais, je parlais avec des parents d'élèves, etc. Je lui disais, il faut être ferme. Il m'avait dit, mais écoute, ne t'inquiète pas. Nous sommes en octobre, attends les vacances de Toussaint, à la rentrée, nous n'en parlerons plus. Voilà dans quel état d'esprit ceux qui avaient à gérer cette situation conflictuelle avançaient. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas trouvé les bonnes solutions. Quand on ne sait pas nommer le problème auquel on a à faire face, on ne peut pas trouver les solutions. Et je crois que ce que vous avez contribué à faire l'un et l'autre aujourd'hui, ce que nous entendons faire avec ce cycle de conférences, avec la chaire laïcité que vous allez créer au CNAM, et nous vous en remercions déjà, même si elle n'est pas encore là, eh bien c'est justement nous aider à voir clair, à nommer les choses pour pouvoir les régler. Pierre-Henri a cité Camus. En réalité, c'était le père de Camus qui avait dit « Un homme, ça s'empêche ». Il n'a pas connu son père, mais il a gardé cette phrase de son père, qui lui a été rapportée, comme il est dit dans Le Premier Homme, par un de ses compagnons d'armes pendant la Première Guerre mondiale. Un homme, ça s'empêche. Eh bien, le même disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde ». Et en effet, il faut déjà savoir nommer ce qui se passe devant nous pour pouvoir trouver les solutions qui nous permettront, comme Pierre-Henri Tavoyot vient de le dire à l'instant, d'avoir envie de construire ensemble, de partager un monde commun. Et c'est tout l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui autour, en effet, de la démocratie. À mon tour de remercier vraiment très chaleureusement Jean-François et Pierre-Henri. Et je pense qu'effectivement, les deux interventions étaient très complémentaires et très, très, très riches. Je serais tenté de vous poser à tous les deux, parce que vous représentez aussi des disciplines phares de nos savoirs, comment, précisément, parce que c'est un peu un enjeu de ces réunions-là, on essaye d'avancer ensemble sur la question centrale qui est celle de la transmission. Moi, je serais tenté de vous interroger tous les deux sur deux choses qui sont quand même des enjeux de préoccupation importantes. Ce bloc qui est, en gros, de l'éducation civique, citoyenne, qui est dans l'éducation nationale, vers lequel, je dirais, tendent beaucoup d'aspirations et beaucoup d'ambitions. Je fais partie d'un groupe de réflexion qui pense le monde d'après, et en gros, on finit toujours nos réunions en train de se dire, oui, il faut toucher à ça, il faut que ces heures soient... Et est-ce que ces heures, je voudrais faire un peu un débat entre les deux, doivent être toujours confiées à l'historien plutôt, parce que c'est le prof d'histoire qui les gère, et est-ce que, qu'est-ce qu'on doit y mettre et comment on doit transmettre tous ces savoirs? Et puis, quelque chose qui est quand même assez frappant aujourd'hui quand on s'interroge sur la situation des jeunes, qui est, c'est comme si beaucoup de choses s'arrêtaient au niveau du baccalauréat, et que il y a vraiment cette question qui est très préoccupante de comment on fait passer ces choses dans l'entrée dans l'enseignement supérieur, puisque ça nous confronte, et je parle
nos deux intervenants sont aussi deux universitaires reconnus, puisque tout de suite ça tombe, on a toujours le discours de l'autonomie des établissements universitaires, on a la grande idée de la liberté académique. Est-ce que cette liberté académique va jusqu'à faire passer des messages qui seront transversaux? Donc il y a un vrai sujet de préoccupation, et je dirais que sur ce sujet-là, comme sur malheureusement la majorité des sujets, il est clair que ce sont les publics qui sont, je dirais, le plus victimes de discrimination sociale ou de formes de discrimination, qui sont aussi les plus éloignés de la juste manière de recevoir ce type de contenu. Donc je pense qu'il y a vraiment une question qui nous interroge beaucoup, c'est-à-dire comment on diffuse une vraie conscience civique, on diffuse des vraies valeurs républicaines à un moment où on est évidemment tous sous le choc de Samuel Paty, auquel on a évidemment consacré cet ouvrage. Donc voilà, comment notre système de formation peut y répondre, peut y construire des cohérences, et comment on peut l'enrichir et y faire passer tout ce que vous nous avez raconté. Je commence alors. Ce sont deux grandes questions, Olivier. Deux très importantes questions. Elles nous mettent devant une de nos difficultés récurrentes, pas seulement sur ce sujet, entre des intentions d'assouplissement, d'ouverture, d'innovation, et des contraintes de gestion ou des habitudes. Il arrive qu'on présente les habitudes comme des contraintes. En l'occurrence, l'enseignement moral et civique, rien n'était prescrit qui justifiait de le donner exclusivement à des professeurs d'histoire et géographie. Et c'était tant mieux. Moi, je reste résolument partisan, et je pense que les deux exposés que nous avons présentés sans nous concerter du tout, et même sans nous connaître personnellement, montrent les vertus de ce dialogue interdisciplinaire. Et ce qui est bon pour le public qui nous a fait l'honneur de nous écouter, je considère que c'est bon aussi pour les élèves. Et qu'il y avait dans l'esprit de la réforme du collège cette idée qu'il fallait aller vers plus d'interdisciplinarité. Et c'est vrai, si j'ose dire, à tous les degrés. Bien sûr qu'il y a des fondamentaux disciplinaires à poser, à acquérir, mais j'observe qu'il arrive qu'on reste dans le cloisonnement disciplinaire avec des ambitions qui ne sont pas fondées sur l'acquisition des fondamentaux. Il arrive qu'en histoire, on veuille faire du second degré sans être sûr que les conditions du premier soient bien garanties. Lorsqu'on étudie, par exemple, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans les programmes, est-on bien sûr que la connaissance de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale permet de bien comprendre l'enseignement de la mémoire? Il m'arrive d'en douter. Donc, ça, c'est une vraie question. C'est pour Rousseau, ça. On ne perdra rien à aller plus loin dans la voie de l'interdisciplinarité. Simplement, il faudra qu'on revoie les modalités de gestion des services. C'est une réponse insatisfaisante, mais je crains que ce soit ce qui explique les limites de nos efforts. Et quant à l'entrée dans l'enseignement supérieur, c'est une question extrêmement juste, parce que nous savons bien, et j'ai pu le constater ici, qu'on passe, en franchissant cette limite entre le lycée et l'université, d'un temps qui a pu être pour certains lycéens celui de la conversion, je mettrai des guillemets, à celui de la radicalisation. Et là, il ne faut pas forcément mettre de guillemets, puisqu'elle a pu conduire certains élèves dans mon académie à
à partir et à finir leur vie en kamikaze en Syrie ou en Irak. Des jeunes gens qui, par ailleurs, avaient été élevés plutôt dans la tradition chrétienne, même minimale, et qui donc ne paraissaient nullement déterminés pour avoir ce parcours. Comment donc concilier, parce que je crois que c'est ça qui est en jeu, la construction d'une individualité et la sociabilité dans laquelle cette individualité se trouve prise. C'est bien un enjeu de sociabilité, de socialisation et de sociabilité. Le passage à l'université, on a tendance à le voir, et les familles le voient souvent comme un temps où le jeune homme ou la jeune femme va se trouver beaucoup plus livré à lui-même ou à elle-même, capable d'une plus grande autonomie, donc logiquement livré davantage à lui-même qu'il n'était quelques mois auparavant, encadré comme il l'était au lycée. On a bien vu ces derniers mois, pour d'autres raisons, que ce qui se joue entre les étudiants, la sociabilité qui s'organise entre eux, la vie associative, la solidarité, est un filet de sécurité très important, mais ça peut être aussi la source d'un jeu d'influence que nous contrôlons beaucoup moins bien, les amis. Parce qu'un enseignant-chercheur, eh bien, il va faire ses heures de cours de TD, il a avec ses étudiants des relations qui souvent quand même sont moins serrées, sauf exception, qu'un professeur de lycée. Donc, il y a certainement là à réfléchir sur le lien qu'il faudrait probablement développer entre l'action pédagogique largement entendue des enseignants-chercheurs et ce qui les occupe prioritairement, nous le savons bien, c'est-à-dire leur recherche. Mais ça, c'est un problème bien plus global, dont ta question n'est qu'un aspect, mais un aspect bien réel et qu'il ne faut pas oublier. Dans une vie antérieure, j'ai travaillé pendant longtemps, plus de 10 ans, au Conseil national des programmes, quand il s'occupait jadis des programmes, donc c'était il y a très longtemps, quand Luc Ferry était président. Et on avait, sur la question de la culture scientifique, vous savez, cette opération qui existe toujours, qui s'appelle l'opération la main à la pâte. Donc la main à la pâte, c'était de donner un kit scientifique aux élèves et de faire en sorte que les élèves refassent les expériences. Alors évidemment, quand on assistait à ces expériences de la main à la pâte et que c'était un prix Nobel comme Pierre Léna qui faisait, c'était absolument admirable. C'était même exceptionnel. Simplement, quand c'était... Je veux dire, pardon, c'est absolument aucun mépris de ma part, mais l'instituteur de base ou moi qui le faisais, tout ça devenait beaucoup plus compliqué. Je pense que pour le fait religieux, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons affaire à des éléments qui demandent beaucoup de compétences et beaucoup d'autorité. Donc la proposition que je ferai est très simple, c'est que nous avons, Alain est bien placé pour le savoir, une proposition jadis de Régis Debray sur la question du fait religieux, de produire des enseignements. Nous sommes devenus des habitués de Zoom et des enregistrements. Je pense qu'il faudrait demander à un certain nombre de grands spécialistes, mais leur dire, ne faites pas de l'érudition, mais faites un cours en 1 heure, voilà, le christianisme pour les nuls, l'islam pour les nuls, comme par exemple le livre d'Adrien Candiard qui s'appelle « Comprendre l'islam et surtout pourquoi on n'y comprend rien », qui est un bijou. Adrien Candiard est un ancien de Sciences Po, attaché de cabinet, etc., qui est devenu dominicain. Et au Caire, il a écrit ce petit livre qui est absolument génial, qui est d'une clarté totale. Si on demandait à Adrien Candiard de faire une conférence sur ce sujet, il la fera en 1 heure, ça serait admirable. Et on peut avoir ainsi un stock de conférences que les enseignants pourraient, alors quels qu'ils soient, peu importe, là il suffit d'avoir un peu de bon sens et de culture générale,
pourrait utiliser dans les cours. Il y aurait 50 conférences. Pour ne pas être accusé de privilégier telle thèse, on aurait une pluralité de conférenciers. Et il y aurait ce stock de conférences qui donnerait quelques bases de culture religieuse et que les enseignants pourraient utiliser. Ce seraient des grandes conférences durables, parce qu'en plus, voilà, ça ne se démode pas. Si la conférence est bonne, nous allons tenter l'expérience dans la prochaine session du Collège de philosophie, un peu risquée, mais voilà, on assume, de demander à des grands spécialistes de faire du prosélytisme. C'est-à-dire de demander à un imam, à un philosophe catholique, à un rabbin, de faire du prosélytisme intelligent. C'est-à-dire de faire une conférence en disant pourquoi l'islam, pourquoi le judaïsme, pourquoi le christianisme, pourquoi le protestantisme, c'est génial. Pourquoi on y croit? De le faire comme ça. Pas pour faire évidemment du prosélytisme et qu'à la sortie tout le monde se convertisse, mais juste pour dire voilà quel est le sens de ces religions. Et après, effectivement, il y aura les animateurs esprit fort qui seront là pour dire oui, mais contradiction, 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 et qui apporter l'objection. Mais alors ça, je pense que ça serait problématique effectivement dans l'enseignement secondaire, mais dans l'enseignement supérieur, je pense que c'est une logique qui aujourd'hui on en a besoin. C'est-à-dire un discours positif sur les religions qui ne soit pas un discours fondamentaliste. On peut défendre une religion sans être fondamentaliste. Et il y a des gens qui le font très très bien. Eh bien, demandons-leur de le faire. Voilà, je pense, pour le secondaire, un grand cycle de conférences. Pour le supérieur, tentative de cette logique de conférence, mais voilà, d'essayer de rentrer dans le cœur des religions pourtant sans s'y faire embarquer dans une logique de croyance. Je pense que également, j'ajoute un point tout à fait de détail, mais il y a beaucoup d'affinité avec le recteur Chanet, c'est que je viens aussi du Velay. Voilà. D'une conspiration, donc. C'était donc une conspiration. Je vais reprendre comme dernière question, puisque nous sommes fixés comme horaire 18h. Une dernière question qui a été posée, qui est un peu une question qu'on entend régulièrement, qui est un peu dans l'air du temps ou dans l'air des interrogations. Ne croyez-vous pas que la fragilité de la laïcité d'aujourd'hui ne soit pas aussi l'héritage des colonisations du XIXe siècle? C'est une question qu'on peut régulièrement entendre. Je vais d'abord passer la parole à Pierre-Henri Tavoyot avant de la passer au recteur Chanet. Alors, bon, cette question est toujours compliquée parce qu'on est dans un débat aujourd'hui assez virulent sur le décolonialisme, la pensée décoloniale. Donc je rappelle en quelques mots les termes. La pensée décoloniale, c'est de considérer que la colonisation condense toutes les oppressions que l'humanité a subies depuis son origine. Pas seulement de l'Orient sur l'Occident, de l'Occident sur l'Orient, mais de l'homme sur la femme, de l'homme sur la nature, etc. Donc c'est la condensation de toutes les oppressions. Deuxième thèse, en apparence, il y a eu des décolonisations. Mais pas du tout, ces décolonisations ne sont qu'en façade. En vérité, l'oppression est encore plus importante. Sous l'apparence du féminisme se cache en fait un patriarcat qui avance larvé. Voilà, et sous l'apparence du décolonialisme, en vérité, le néocolonialisme est encore plus puissant. Et troisième thèse, eh bien, il faut se réveiller et il faut annuler. C'est se réveiller, c'est-à-dire percevoir l'ampleur de cette domination, et troisièmement, annuler, c'est-à-dire combattre ce pourquoi, effectivement, cette pensée décoloniale est une pensée qui est non plus intellectuelle, mais devenue intégralement militante. Voilà. Donc je rappelle ça dans le contexte, ce n'est pas exactement le sens de cette question, mais l'association est ici que la laïcité participe en fait à la logique de l'oppression et qu'elle n'est au fond que ça. Et donc effectivement, combattre la laïcité, c'est combattre la colonisation, c'est-à-dire combattre l'oppression. Et ça, c'est vrai que dans les écoles, dans les formations, dans les INSPE, maintenant, cette idée est assez présente. Donc quand on dit et l'islamo-gauchisme n'existe pas à l'université et la pensée décoloniale est une minorité, je pense qu'on se trompe assez largement. C'est justement là que ça existe et vraisemblablement pas ailleurs. Il n'y a que là que ça existe. Monsieur le recteur. Ces remarques sont tout à fait importantes. En l'occurrence, il y a ce
Ce qui complique la question d'un point de vue historique, c'est que s'il y a une chose dont on ne peut pas se plaindre dans la colonisation française telle qu'elle a été pratiquée, c'est qu'elle ait été du fait de l'anticléricalisme des républicains. Je parle là de la colonisation à partir de Ferry, puisque, et c'est bien un de nos problèmes, autant on célèbre Ferry comme fondateur de l'école laïque, autant il serait attendu de nous que nous le condamnions comme colonisateur. Sauf que, comme colonisateur, il reste, et Gambetta aussi, et Clémenceau, bien qu'ils soient très opposés à Ferry sur ce point, ils sont tous anticléricaux, et donc ils ne promeuvent pas aux colonies une politique de laïcisation. Ils sont, là encore, et plus encore, dans une politique d'accommodement. La formule de Gambetta, selon laquelle la laïcité n'est pas un article d'exportation, résume tout. Une chose valait pour la société française et un tout autre système, bien plus accommodant, valait pour les différents pays coloniaux. Et là-dessus, il y a tout à fait convergence entre les deux grands adversaires qui étaient sur la question coloniale, Ferry et Clémenceau. Mais ce n'est pas cela qu'on reproche à la France. Ce n'est pas de se montrer finalement à la fois, le cas échéant, complaisante aux missionnaires ou tolérante à l'égard des religions existantes dans les territoires en question. C'est la décolonisation et la manière dont elle s'est passée. Et c'est plus encore peut-être les conséquences sociales de l'immigration qui a suivi cette décolonisation d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Et là, on est effectivement un problème qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire une reconstruction a posteriori des choses, et sur des problèmes qui sont, à partir de problèmes qui sont ceux de la société française d'aujourd'hui. Et avec un point que l'on a guère évoqué encore, enfin, M. Tavoyot l'a évoqué tout à l'heure au passage de son intervention, et avec beaucoup d'acuité, ce qui est la question du genre, qui intervient aussi dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on a là, et c'est ce qui vient de nous suggérer, un télescopage entre l'enjeu colonial et l'enjeu du féministe, de la condition féminine. Et ce point nous laisse assez désarmés, parce que ce n'est pas la comparaison que nous pourrions faire avec le temps où les républicains, Michelet en tête, voulaient laïciser pour enlever la femme à l'Église. C'était pourtant bien leur point de vue. Hein. Et Ferry le dit pratiquement en ces termes, en 1870, dans un discours célèbre, avant qu'il soit en responsabilité. Il faut enlever la femme à l'Église. Mais qui oserait reprendre cette formule aujourd'hui pour soutenir qu'il faut prioritairement enlever la femme à l'islam? Quel républicain d'aujourd'hui emploierait de tels mots? Il ne faut pas y songer. Donc il faut s'y prendre autrement. Et c'est vrai que nous sommes sur une position d'autant plus défensive qu'on trouve, ça vient d'être très bien suggéré, de bons arguments pour légitimer ce qui nous apparaît comme un instrument d'oppression de la femme. On peut retourner cet argument. Donc là, il y a une sorte de ruse de l'histoire avec laquelle il nous faut combattre. Merci, monsieur le recteur. Je vais conclure simplement en vous remerciant depuis Besançon, monsieur le recteur, pour votre présence, malgré les conditions, et pour votre exposé, pour ce rappel de la différence des temps. En tant qu'historien, vous avez pu abandonner quelques minutes, quelques dizaines de minutes vos habits de recteur pour replonger dans votre métier d'enseignant-chercheur à travers cette conférence. Et encore merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci, cher Pierre-Henri, aussi de votre présence. C'était encore une fois la première fois que nous vous recevions et nous sommes vraiment ravis de cette présence et d'un exposé qui a vraiment été très apprécié. Les commentaires sont très intéressants. Vous étiez en direct du CNAM. La prochaine conférence aura lieu le 11 mai
la liberté d'expression aux États-Unis et en France, avec Elisabeth Zoller, professeure de droit public à l'Université de Paris 2, et Marc Weisman, journaliste, écrivain et producteur d'émissions à France Culture. Cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide des équipes du CNAM, que je tiens vraiment à remercier, de la direction de la communication, les équipes du Conseil des sages de la laïcité et les équipes de la communication de l'Éducation nationale qui étaient présentes à distance également. C'était le séminaire République École Laïcité. Vous avez assisté au débat Laïcité, une histoire française. Merci à tous pour votre présence, bonne continuation dans vos activités et rendez-vous le 11 mai pour le prochain épisode. Merci infiniment.